Deux routes se tracent. Laquelle empruntez-vous? Deux routes s'éloignent, tournent et bifurquent en s'éloignant continuellement l'une de l'autre. Pour beaucoup, la bifurcation se trouve maintenant derrière nous. Nous sommes conscients d'avoir eu un choix décisif à faire durant cette vie, un choix capital pour l'évolution de notre âme, et ce choix a été fait. Il ne changera plus. La bifurcation s'éloigne derrière nous et nous marchons désormais pas à pas, nous arpentons un nouveau sentier qui se découvre au fur et à mesure de notre avancée. Et quelle avancée! Parsemée de trésors qui commencent à peine à pointer leur nez. Si nous nous retournons, nous observons encore l'intensité qui se déroule au carrefour de la bifurcation. Des hommes et des femmes, nombreux, inquiets, tiraillés, un pied de chaque côté, en déséquilibre croissant. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, tous déstabilisés par le choix à faire. La foule est en déséquilibre, incertaine. Elle est poussée chaque jour davantage par un système de poussoirs invisibles qui continue doucement d'avancer, cran par cran, obligeant les indécis à prendre une décision. Un choix doit être fait, maintenant. Ceux qui défendent le système actuel, malgré les preuves de plus en plus évidentes d'insanité, ceux qui trouvent ça normal d'être abusés au quotidien, dirigés par les plus grands manipulateurs du monde, ceux qui acceptent d'être réduits physiquement et moralement par une éducation prédatrice qui a tendance à encourager l'effort, à dominer. Ceux-là acceptent ce type de fonctionnement. Ils font le choix de le suivre et de le vivre. Ils empruntent donc le sentier qui descend, là où se trouve plus de peur, d'abus, d'injustice et de mensonges. Leur âme fait le choix d'expérimenter la domination et le consumérisme plus loin. Ils seront donc dans cette vie, selon leurs souhaits, dirigés par quelqu'un d'autre, aveuglés, contrôlés par des médias, des dictateurs, des ondes, jusqu'à être transités en dehors de la Terre, dans un espace parallèle. Ils pourront défendre violemment leur agresseur, défendre ce système, s'accrocher à ce système qui les parasite. Ils pourront le justifier. Ne plus avoir de réflexion claire et construite, de réflexion personnelle, ils seront de plus en plus mêlés, corps et âme, à l'effondrement. Cela n'est pas facile à voir, principalement si nous avons des proches qui sont concernés. Malgré tout, ce qui est le plus sain pour tout le monde, c'est de rester à sa place, vivre ses choix, incarner ses valeurs, le bien-être, tout en pensant au bien-être général, et laisser les âmes en perdition expérimenter leurs choix. Elles ont quelque chose à apprendre. Pour les aider, nous pouvons montrer l'exemple. Nous pouvons inspirer, donner l'envie et la force d'en faire autant. Mais il est vrai qu'il sera de plus en plus difficile de coexister sur cette planète quand deux modèles de vie seront de plus en plus opposés. C'est une période à traverser. Maintenant, ceux qui se posent des questions, ceux qui commencent à voir clair quant au fonctionnement de cette société, qui cherchent à sortir du conditionnement et de l'oppression, à s'en éloigner, même s'ils ne savent pas comment, ceux-là sont en train déjà de se tourner en direction du sentier d'ascension, celui qui monte en pente douce. Ils peuvent encore avoir les deux pieds placés de chaque côté de la bifurcation, toutefois leur tête est tournée, orientée vers le sentier d'ascension. Il y a une brume à traverser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le chemin de la foi. Le cœur est le moteur. Le survivalisme est apparu comme un modèle de survivance extrême après la Seconde Guerre mondiale.
On y apprend à s'abriter, se réchauffer, s'alimenter en milieu sauvage, à stocker de la nourriture, des armes, entreposer toutes sortes d'armes et de provisions jugées utiles à la survie, dans un monde particulièrement hostile. Cela de manière seule, isolée, coupée du reste du monde, abrité dans un enclos préfabriqué par exemple, avec des systèmes de pièges à déclencher. Le courant survivaliste s'est développé durant la guerre froide. Une partie importante de la population avait très peur de revivre un nouvel effondrement. Les habitants craignaient d'avoir à nouveau à se débrouiller seuls, par eux-mêmes, d'être traqués, réfugiés, de devoir lutter à balles réelles ou à bras le corps contre des gardes armés, comme durent l'être avant eux leurs parents ou leurs prédécesseurs, aux sorties de chez eux, d'une prison ou d'un camp pendant la guerre. La peur s'est véhiculée génétiquement, d'une génération à l'autre, des parents aux enfants, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Et elle trouve écho dès lors qu'une situation similaire se présente, comme en temps de guerre par exemple, ou en temps de grande instabilité politique et économique, ce qui est très actuel. Tout cela peut réveiller des mémoires enfouies, des mémoires de résistance et de survie. Et des troubles de comportement en découlent des comportements extrêmes qui sont parfois bien éloignés du contexte réel. Le mouvement du survivalisme d'après-guerre repose sur une peur prédominante de la mort. L'instinct, la prédation et l'agressivité. Il y a une déconnexion nette des corps de conscience supérieurs. La pensée supérieure n'est plus écoutée. Seul le corps de l'inconscient et le corps de l'instinct sont écoutés. L'instinct et l'inconscient dictent les actes et les pensées. C'est un état de conscience primaire, 2D, qualifié d'instinctif et sauvage, d'animal. Donc cet état de survie est nourri aujourd'hui encore par beaucoup de films à sensation, par des séries télévisées de type Koh-Lanta, Hunger Games, Je suis une légende, tous les films d'agents traqués, de chasse, d'apocalypse mondiale ou de zombies, qui explosent considérablement sur les écrans depuis plusieurs années maintenant. La peur est conservée, déclenchée volontairement par des médias de tout type, stimulée au quotidien pour entraîner des réactions extrêmes chez la population, des comportements instinctifs et sauvages qui sont pulsés et qui mènent vers une déshumanisation totale. Ce mouvement est né sur le besoin simplement d'être prévoyant, d'être vigilant, sans s'enfermer dans des pratiques survivalistes extrêmes. Les néo-survivalistes savent qu'ils ne sont pas seuls. Ils font partie d'un groupe, une unité, un collectif qui s'entraide pour faire face aux difficultés. C'est davantage un mouvement qui est porté sur l'autonomie, sur l'indépendance, par rapport au système de société actuel, au système politique et économique global, avec une conscience de pouvoir se débrouiller localement. Ce qui a été le cas déjà dans des villages de résistants, où des moyens ont été mis en place pour subvenir aux besoins en nourriture, en eau et en chauffage. Tous les habitants étant armés, munis de provisions et d'eau. En 2009, Gérald Celente définissait ce mouvement. La seule chose que l'on voyait dans les années 70, c'était un seul élément de survivalisme. La caricature, le gars avec son AK-47 se dirigeant vers les collines avec assez de munitions, de porcs et de haricots pour traverser la tempête. Le néo-survivalisme est très différent de ça. On observe des citoyens ordinaires, prenant des initiatives ingénieuses, se diriger dans un sens intelligent afin de se préparer au pire. Il s'agit donc d'un survivalisme de toutes les façons possibles, se cultiver soi-même, être autosuffisant, faire autant que possible pour se débrouiller aussi bien que possible par soi-même. Et cela peut se faire dans des zones urbaines, semi-urbaines ou à la campagne.
Cela veut dire également devenir de plus en plus solidement engagé avec ses voisins, son quartier, travailler ensemble et comprendre que nous sommes tous dans le même bain. Le meilleur moyen d'avancer, c'est en s'aidant mutuellement. Beaucoup de personnes en éveil ressentent aujourd'hui le sentiment d'urgence et d'unité. Les néo-survivalistes font la part des choses entre leur corps inconscient, instinctif, physique, émotionnel. Ils mettent en place une stratégie de survie et d'autonomie avec une conscience 3D à 5D qui est portée, basée sur le cœur. Ils réemploient le plus souvent des techniques survivalistes comme apprendre à faire du feu par exemple, à s'armer pour se défendre. Ils se préparent au pire en adaptant simplement leur mode de vie à la situation, de manière à ce que ça devienne une attitude quotidienne de vigilance et non de peur. Lorsque la notion de survie disparaît, que nous sortons d'une zone d'instabilité, d'incertitude, en reconnectant avec des aspects de conscience supérieurs, la vie peut être vécue en simplicité, au jour le jour, avec ce qu'elle contient et ce qu'elle apporte, avec ce qu'on offre et ce qu'on apporte. Cet état de conscience est disponible après la bifurcation, après avoir fait le choix d'ascension. Il est le monde nouvellement créé sur Terre, engendré, pensé et modélisé dans sa forme. Toutes les personnes qui se connectent aujourd'hui à ce monde qui existe dans l'avenir proche, à ce futur qu'ils sont en train de dessiner, ces personnes sont déjà dans une forme de vivalisme. Elles vivent en tant que conscience vivante, dans un corps physique, dans la certitude d'être éternelles et en chemin. Elles savourent l'instant, connectées à leur futur proche, à leur moi proche, tout en prenant aujourd'hui les décisions qui s'imposent, ici dans ce contexte en crise. Elles prennent les décisions les plus justes qui se doivent encore d'être accomplies. Chaque jour, c'est l'âme qui les guide. C'est le cœur qui s'exprime. Elles sont à l'écoute de l'ensemble des corps inconscients, instinctifs, physiques, émotionnels supérieurs, mentales, conscientes d'être sur une ligne de temps en développement, préservées. Même si elles décèdent, leur âme est préservée, de par leur choix. Dans le vivalisme, il n'y a donc plus de forme de peur à proprement parler, de sentiment de solitude ou de sensation d'urgence extrême. Tout est fait dans le timing, dans le ressenti. Des actions sont menées au quotidien, des solutions sont mises en place, apportées pour résoudre les problèmes rencontrés. Les vivalistes se concentrent sur la vie. Ils gardent un œil vigilant sur le reste. L'authenticité en est un facteur clé et le rapport à la nature prépondérant. Une brise diffuse les pousses vaporeuses du pissenlit tapis-là. Les perles de coton se soulèvent et s'enchevêtrent, virevoltent au vent, jusqu'à venir se poser délicatement sur le sentier en contrebas.
D'autres attendent d'être soufflés, tremblent, frissonnent. Ils attendent la prochaine brise pour choisir de se dissiper. Au loin, un pissenlit solitaire à fort caractère. Il reste debout, ancré, là, droit, dans la roche de calcaire. Sa tête ne bouge pas. Sa chevelure immobile semble attendre qu'une bourrasque plus forte ne vienne l'accueillir. Au prochain matin, les graines dissipées germeront sous le soleil, et les enfants des premières envolées ouvriront leurs cœurs dorés, jusqu'à recouvrir les vertes prairies de boutons d'or qui reflèteront le ciel comme une voûte étoilée.